En Ouganda, le candidat malheureux à la présidentielle du 14 janvier dernier saisit la justice. Bobi Wine conteste toujours les résultats du scrutin qui a consacré la victoire du vétéran Yoweri Museveni, 36 ans au pouvoir. En RDC, la Banque mondiale suspend un financement de 100 millions de dollars. L'enveloppe devrait servir à financer le projet éducation du président Félix Tshisekedi. L'institution financière révèle des fraudes dans le dossier. Et puis au Burkina Faso, un site d'orpaillage visé par une attaque. 8 personnes ont été abattues dans ce braquage. Le drame est survenu au sud-ouest du pays. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. En Ouganda, la contestation de la dernière présidentielle est portée devant la justice. L'opposant et candidat malheureux Bobi Wine a déposé un recours ce lundi pour soutenir que l'élection était entachée d'irrégularités. Reportage. À la fin de l'état de siège de son domicile, Bobi Wine continue la contestation de la dernière présidentielle. La justice qui l'a saisi parlant de fraude devra se prononcer dans les 45 jours qui suivent. Jeune député de 38 ans et ancien chanteur de raga, Bobi Wine a été largement battu lors de l'élection du 14 janvier qui a vu Yoweri Museveni remporter un 6e mandat après une campagne marquée par des violences qui ont fait des dizaines de morts. Selon les résultats officiels actualisés il y a quelques jours, Museveni, 76 ans, a récolté 58,4% des voix contre 35,1% pour Bobi Wine. Il avait immédiatement dénoncé l'élection comme une mascarade et avait affirmé disposer de nombreuses preuves d'irrégularité. Selon la Constitution, l'opposant avait 15 jours après la déclaration des résultats pour contester le scrutin lors duquel les autorités ont coupé l'accès à Internet dans le pays. D'autres opposants ont déjà tenté de contester les précédentes victoires électorales de Museveni devant la justice. Museveni a été systématiquement élu à chaque scrutin auquel il participait depuis 1996, quasiment à chaque fois avec des soupçons de fraude. Selon l'avocat de Bobi Wine, des soldats ont fait irruption dans les bureaux de vote et ont bourré des urnes avec des bulletins pré-remplis le 14 janvier. Les registres électoraux ont également été trafiqués dans certains sites d'après lui. Le président sortant, au pouvoir depuis 35 ans, assure lui que cette élection a été la plus transparente depuis l'indépendance du pays en 1962. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, âgé de 60 ans, est de nouveau candidat, comme en 2016, à l'élection présidentielle. Ce sera le 23 mars prochain. Il fera face au président sortant Denis Sassou Nguesso, dont il a dénoncé lundi l'état policier. Candidat indépendant en 2016, Guy Brice Parfait Kolela est désormais soutenu par sa formation, l'UDH, l'Union des démocrates humanistes. Il était arrivé deuxième du scrutin de mars 2016 qui avait conduit à la réélection dès le premier tour du président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans aujourd'hui, dont 36 au pouvoir. Kolela a demandé à ses militants d'aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Lancée le 7 janvier, une opération de révision de ces listes doit être clôturée officiellement le 16 février. Le candidat de l'UDH s'affirme comme celui qui va restaurer les libertés fondamentales. « Je veux redonner espoir au peuple congolais parce qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise vacille sur ses bases », a-t-il affirmé en présentant sa candidature à l'élection du 21 mars. Un autre candidat s'est déclaré lundi, Albert Onyangue, ancien aide de camp du président Sassou Nguesso entre 1979 et 1992. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 7 février à la Direction générale des affaires électorales. Un financement de 100 millions de dollars accordé à la République démocratique du Congo par la Banque mondiale est suspendu. L'institution de Bretton Woods a indiqué dans un communiqué l'avoir fait en raison de fraudes révélées. L'enveloppe devrait servir à financer le plan éducation du président Félix Tshisekedi. En juin, la Banque mondiale a approuvé un financement de 800 millions de dollars pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire public en RDC, le grand projet du président Félix Tshisekedi lancé en septembre 2019. En novembre, l'Inspection générale des finances, IGF, a rendu public un rapport qui a révélé l'existence de listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, de fausses factures ainsi qu'un détournement présumé de 62 milliards de francs congolais, soit 31 millions de dollars. Dans cette enquête, l'IGF a signalé des manquements, notamment des cas de fraude et de détournement de fonds publics, ainsi que des faiblesses dans les contrôles internes, selon le communiqué de la Banque mondiale.
Tenant compte de ces conclusions, le décaissement prévu au mois de décembre a été reporté à une date ultérieure, a annoncé la représentation de cette institution en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une première tranche de 100 millions de dollars. Le 22 janvier, 2 hauts fonctionnaires mis en cause dans l'enquête, le directeur national du service de contrôle de la paix des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ont été arrêtés en attente d'un procès, ont indiqué les sources syndicales confirmant une information de Radio France Internationale. Ces 2 hauts fonctionnaires ont introduit de manière irrégulière un nombre important de non-enseignants dans le système de la paix, a accusé à l'AFP Jean Bosco Pouna du syndicat national des enseignants catholiques Synecat. 4 millions de nouveaux écoliers ont été inscrits au courant de l'année 2019-2020 qui a connu une interruption de 6 mois à cause de la pandémie de coronavirus. Les écoles et les universités ont été de nouveau fermées en décembre après la reprise en octobre pour les mêmes raisons. Au Tchad, le gouvernement a interdit plusieurs manifestations de l'opposition prévues cette semaine pour réclamer plus de justice sociale et l'alternance politique. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, doit donc être investi samedi prochain par son parti, candidat à l'élection présidentielle du mois d'avril prochain. Évoquant craindre des troubles à l'ordre public, le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'immigration a interdit les manifestations. Les organisateurs, parmi lesquels plusieurs associations de la société civile et le parti d'opposition, n'entendent pas céder. Les transformateurs ont fait savoir à l'AFP qu'ils maintenaient les marches pacifiques du 4, 5, 6 et 7 février. Si l'inquiétude de Déni et de son gouvernement, c'est le trouble à l'ordre public, nous leur rappelons qu'il s'agit de marches et d'actions pacifiques et que leur devoir à eux est d'assurer la sécurité de tous les citoyens sur tout le territoire national et de garantir le droit à la marche pacifique, un droit constitutionnel, a déclaré Sucé Masra, dirigeant des transformateurs et l'un des initiateurs de la marche. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril au Tchad et les élections législatives ont été fixées l'été dernier au 24 octobre 2021 après avoir été maintes fois repoussées. Un site d'orpaillage a été visé par des hommes en armes le week-end dernier au sud-ouest du Burkina Faso. 8 personnes ont trouvé la mort dans ce braquage. On voit tout cela dans cet élément. La scène se déroulait à une dizaine de kilomètres de Gaoua, chef-lieu de la région. Dimanche, aux environs de 19h, des braqueurs armés ont attaqué le site d'orpaillage de Djikando, situé près de Gaoua, pour dépouiller les acheteurs d'or, a déclaré à l'AFP un officier de police sous le couvert de l'anonymat. Ils ont ouvert le feu, tirant des coups de feu en l'air avant de viser directement des orpailleurs. De violents heurts ont également eu lieu après le braquage des populations ayant incendié les installations des orpailleurs qu'ils accusent d'avoir occasionné la mort de certains exploitants. Au total, 8 personnes ont été tuées, dont un élève de 15 ans, a expliqué la même source. Nous avons enregistré au total 29 blessés. Les lésions étaient principalement causées par des armes à feu et des machettes, a déclaré le directeur des services médico-techniques du centre hospitalier de Gaoua, Dr Florent Roch Banazaro. Confirmant le bilan provisoire de 8 morts, le procureur du tribunal de grande instance de Gaoua, Cheikh Alpha Aboubakar, Compaoré, a précisé que certains ont été tués par balle et d'autres par des coups de machette. L'or est devenu, en une douzaine d'années, un secteur économique stratégique pour le Burkina Faso, pays de 20 millions d'habitants enclavé en Afrique de l'Ouest, dont le principal produit d'exportation était auparavant le coton. Maïdougouri, principale ville du nord-est du Nigeria, est privée d'électricité depuis une semaine. C'est après l'attaque d'une ligne à haute tension par des djihadistes, une situation qui complique encore la vie de ses habitants, déjà confrontés par 10 années de conflit. C'est la 3e fois en un mois que des djihadistes sabotent des lignes à haute tension autour de la ville, plongeant dans le noir les 3 millions d'habitants de la capitale de l'État de Borno, en proie depuis 2009 à une insurrection djihadiste.
La région subit des attaques quasi quotidiennes des djihadistes de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP que l'armée du pays le plus peuplé d'Afrique peine à contrer. Depuis le 26 janvier et le sabotage d'une ligne électrique en périphérie de Maïdougouri par des éléments de l'ISWAP, il n'y a plus d'électricité dans la ville, ont affirmé à l'AFP des habitants et des sources au sein de la compagnie électrique. Même l'eau est devenue rare dans la ville qui dépend fortement des pompages nécessitant du courant électrique en raison du coût élevé du diesel pour faire fonctionner les pompes, ont indiqué plusieurs habitants. De longues files d'attente sont apparues aux quelques pompes encore en activité grâce à des générateurs où la population se presse avec des seaux et des jerrycans. Le prix d'un bidon d'eau de 25 litres atteint 25 naira, moins d'€1, contre 7 naira auparavant. Maïdougouri abrite également plusieurs camps de personnes déplacées par le conflit qui ont dû fuir leur maison et dépendent presque exclusivement de l'aide humanitaire internationale pour survivre. Mais la coupure d'électricité n'a pas affecté les camps alimentés en électricité par des installations solaires. La compagnie locale d'électricité a affirmé dans un communiqué qu'elle travaillait à réparer la ligne électrique sans donner plus de détails. Les groupes djihadistes présents dans la région ciblent fréquemment les infrastructures électriques et de télécommunications. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que le pays a passé le pic de la deuxième vague de contamination au virus du Covid-19 et annoncé notamment un assouplissement des restrictions avant les premières vaccinations prévues pour ce mois de février. L'Afrique du Sud, qui a réceptionné ce lundi 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford, produit en Inde, a informé avoir passé le pic de la deuxième vague de contamination au virus du Covid-19 avec une diminution régulière au cours des 3 dernières semaines. Le gouvernement a donc décidé d'assouplir les restrictions avant les premières vaccinations de ce mois. Cyril Ramaphosa a déclaré que personne ne sera forcé de prendre le vaccin alors que les injections à environ 1,2 million de membres du personnel de santé commenceront d'ici environ 2 semaines après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. Le couvre-feu sera désormais en vigueur de 23h à 4h du matin. Les établissements devront fermer à 22h pour permettre à leurs clients et à leur personnel de rentrer chez eux avant le couvre-feu. La vente d'alcool par des établissements agréés pour la consommation sur place, tels que les restaurants et les tavernes, sera autorisée tout le long de la semaine de 10h à 22h. Il est dans l'intérêt de tous que le plus grand nombre possible d'entre nous reçoivent le vaccin. Mais je veux être clair, personne ne sera obligé de prendre ce vaccin. Je le répète, personne ne sera obligé de prendre ce vaccin. Une livraison de 500 000 doses supplémentaires est attendue au cours du mois de février. Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a annoncé ce week-end avoir réservé 20 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Elle s'ajoute aux 12 millions de doses de vaccins obtenus du système COVAX mis en place par l'OMS, aux 9 millions de doses de celui développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson et aux 1,5 million de doses d'AstraZeneca Oxford, dont le million reçu lundi. Mesdames et messieurs, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.